Merci, Monsieur le Président. La présentation de notre motion arrive malheureusement à contretemps par rapport à l'actualité nationale. En effet, la censure du gouvernement éphémère de M. Barnier a rendu caduc le projet de loi de finances de la Sécurité sociale et le projet de loi de finances pour 2025 qui étaient en examen à l'Assemblée nationale. Néanmoins, le débat sur les finances locales demeure entier si l'on considère que le problème numéro un des collectivités n'est pas le trop de fonctionnaires ou le trop de services publics, mais plutôt le pas assez de recettes et de compensations pour faire face aux besoins des territoires et aux dépenses imposées par l'État. N'ayons pas d'illusions. Les gouvernements se succèdent, mais Bercy reste Bercy et nous pouvons craindre que les collectivités continuent de passer pour le bouc émissaire du dérapage des comptes publics. Heureusement que M. Barnier avait déclaré dans son discours de politique générale que les choix budgétaires se feraient, je cite, avec les collectivités locales et non pas contre elles ou sans elles. Car dans la première version de son budget, les économies sur le dos des collectivités locales se chiffraient à près de 5 milliards d'euros. La ponction sur les budgets des départements se chiffrait à 2,2 milliards d'euros sur les 5 milliards d'économies annoncées. Un effort exigé au nom du redressement des comptes publics. Sauf que les collectivités ne sont pas et n'ont jamais été responsables du dérapage des finances de l'État et pour cause, elles ne peuvent pas voter un budget en déséquilibre, c'est la fameuse règle d'or. Les chiffres le montrent bien, la dette des collectivités n'a pas explosé depuis 30 ans, en réalité notre dette est stable. Elle est passée de 9% du PIB en 1995 à 8,9% en 2023. Dois-je encore préciser que la dette des collectivités, contrairement à celle de l'État, est une bonne dette puisqu'elle finance que de l'investissement public au service de l'économie et de l'emploi. Malheureusement, la situation n'est pas nouvelle. Cela fait des années que les gouvernements qui se succèdent rognent l'autonomie financière et fiscale des collectivités, en particulier celle de nos départements. On peut notamment citer le plafonnement puis la suppression en 2010 de la part départementale de la taxe professionnelle par le gouvernement Fillon, ensuite le transfert au bloc communal en 2021 de la part de la taxe foncière par le gouvernement Castex. La seule, entre guillemets, parenthèse enchantée, si je puis dire, est liée aux mesures du pacte de confiance et de responsabilité négocié en 2013 avec le gouvernement Valls, avec la possibilité donnée aux départements de relever le taux de DMTO à 4,5%. Une mesure votée dans le Nord sans votre soutien, vous en rappelez, Monsieur le Président. Pour notre département, cela s'était pourtant traduit par une recette supplémentaire sonnante et trébuchante, comme vous aimez le terme, de près de 100 millions d'euros dès la première année de mise en œuvre en 2014. Reconnaissez-le, nous étions à l'époque responsables et clairvoyants pour deux. Malheureusement, ces dernières années, les départements n'ont pas simplement subi les mauvais coups financiers de l'État, ils ont aussi et surtout dû absorber l'énorme pression financière liée à l'envolée des dépenses sociales. Entre 2011 et 2015, le reste à charge pour le département du Nord des 3 allocations individuelles de solidarité APA, PCH et RSA est passé de 101 millions à 269 millions d'euros. Ils ont fait un bond de plus de 165% en seulement 4 ans. Non, les difficultés financières des départements ne datent pas d'aujourd'hui. Elles sont la conséquence directe de l'effet de ciseaux entre les recettes en berne et des dépenses obligatoires mal compensées qui ont explosé. En résumé, les départements sont dans l'impossibilité de maîtriser leurs recettes. Ils n'ont plus de levier fiscal. Les DMTO ont largement chuté et leurs dépenses ne sont pas pilotables car elles sont liées à la conjoncture nationale pour le RSA ou à la pyramide des âges pour l'APA. Le débat qui nous préoccupe n'est donc pas un débat entre bons ou mauvais gestionnaires, c'est un débat sur les moyens et les ressources dont nous disposons pour accomplir nos missions. L'Assemblée des départements de France a évalué les besoins de financement. Il manque près de 10 milliards d'euros aux départements à la fin 2024 par rapport à 2021. 14 départements ont été identifiés comme en grande difficulté. Leur nombre pourrait passer à une trentaine. Dans ce contexte plus qu'alarmant, le département du Nord, premier département de France, doit se manifester et mettre la pression sur le nouveau gouvernement. Pourquoi
Ne pas envisager, comme dans le Lot-et-Garonne, une campagne grand public afin de dénoncer l'asphyxie budgétaire et ses conséquences sur nos politiques départementales. Posons la question aux élus locaux, au monde économique, aux réseaux associatifs et surtout aux citoyens qui sont les premiers concernés. Que doit-on sacrifier dans nos politiques départementales ? Les services d'aide à domicile pour les personnes âgées, l'entretien des routes départementales, les travaux de maintenance dans les collèges nordistes. Soyons lucides, c'est tout un modèle qui vacille aujourd'hui, celui de la décentralisation avec des services publics et des collectivités qui peuvent agir pour l'économie et l'emploi. Nous savons bien l'effet domino qu'entraînera dans nos territoires le recul de nos investissements. Dans maintenant 3 mois se tiendra notre débat budgétaire annuel. Nous ne serons probablement pas d'accord sur le prochain budget départemental, nous ne défendons pas les mêmes priorités, nous ne partageons pas les mêmes choix politiques, nous n'aurons pas la même vision de l'avenir de notre collectivité. Cependant, nous pouvons partager une exigence, celle de faire entendre les besoins de notre population et ceux de nos territoires. Pour cela, il nous semble important de voter ensemble cette motion en tenant compte des 5 amendements que vous proposez et donc de peser dans le rapport de force politique qu'il faut instaurer avec le nouveau gouvernement et le nouveau Premier ministre. Je vous remercie de votre écoute.